Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine pluriel. Voici le sommaire. La communauté internationale a célébré hier la journée mondiale des gens de mer. Cette journée reconnaît non seulement le travail inestimable des marins, mais vise également à attirer l'attention du monde sur les problèmes qui affectent leur travail et leur vie. Stratégie nationale de la migration professionnelle, le comité de suivi évalue la mise en œuvre du plan d'action à moins de 2 ans de la fin de la mise en œuvre de cette stratégie. La réunion entend faire le bilan du plan d'action de la stratégie nationale dont l'objectif est de bien gérer les migrations de la main-d'œuvre. Nouvelle réunion à Tunis pour préparer le forum politique libyen de Genève. Au lendemain du sommet de Berlin sur la crise libyenne, la mission des Nations Unies en Libye convoque le comité consultatif du forum de dialogue politique libyen. Il s'agit d'unifier les positions avant une nouvelle rencontre du forum politique libyen prévue lundi prochain à Genève. La deuxième phase du projet régional Ton futur, ton climat a été lancée mercredi dernier à Dagny, dans les plateaux. C'est une initiative de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement qui veut reconstituer les sols, accroître les rendements agricoles et améliorer les revenus des producteurs. En quoi consiste ce projet et quelles sont les activités au programme? Nous allons en parler avec Madame Kwadiovi Efoua, chargée de programme à JVE Togo. Et elle est donc notre invitée. À suivre également dans ce journal les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. La journée mondiale des gens de mer, instituée depuis 2010 par l'Organisation maritime internationale, a été célébrée hier, 25 juin. Il s'agit à travers cette journée de rendre un hommage mérité à ce corps de métier qui représente un maillon important dans la chaîne du commerce international et de l'économie mondiale. Chaque année, l'Organisation maritime internationale appelle les États membres à reconnaître les gens de mer comme des travailleurs clés et à leur offrir le soutien et l'assistance. Au Togo, cette journée a été marquée par une conférence débat pour sensibiliser le public sur les opportunités qu'offrent les métiers de mer. Nyama Kwatia Florent, directeur des affaires maritimes par intérim. Le commerce maritime représente environ 90% des échanges mondiaux. Et c'est les marins qui jouent ce rôle. Donc il faut au moins les célébrer et leur donner une journée. Depuis 2020, le monde entier traverse une crise sanitaire majeure. Et les frontières sont fermées. Mais les populations doivent se nourrir. Et nous constatons que c'est les marins à travers la mer que les approvisionnements se font. Les médicaments à travers la mer. Cela suppose de redonner une autre vision, autre objectif aux marins pour pouvoir jouer pleinement leur rôle et de prendre ces aspects en compte pour l'avenir et d'assurer pleinement leur rôle. À l'occasion, la communauté maritime mondiale est invitée à encourager toutes les démarches qui permettent aux marins de prendre la mer dans les meilleures conditions. Les marins sont également invités à répondre à une enquête destinée à recueillir leurs avis et à déterminer s'ils connaissent leurs droits et s'ils estiment que ces droits sont appliqués et respectés au quotidien. Le comité de suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de migration professionnelle a tenu hier à Lomé une rencontre d'évaluation
à mi-parcours de l'opérationnalisation du plan de cette stratégie. Cette réunion pilotée par la Direction générale de l'emploi entend faire le bilan de la mise en œuvre du plan d'action de la stratégie nationale de migration professionnelle dont l'objectif est de bien gérer l'immigration de main-d'œuvre. Cette stratégie s'inscrit dans le cadre de African Regional Migration Programme et a donc pour mécanisme de niveau notamment la coordination stratégique et le suivi et évaluation. L'idée est de garantir une mise en œuvre réussie. Loking Kondo, directeur général de l'emploi. Il est question qu'il y a un comité de suivi de la stratégie de la migration. Donc c'est cette réunion qu'on tient aujourd'hui et on la tient avec les acteurs qui sont connus, qui sont membres de ce comité-là pour essayer de faire la situation état des lieux des actions qui sont menées par les structures impliquées, les structures concernées par la stratégie et essayer de réajuster le tir s'il y en a pour qu'en 2022, lorsqu'il faut évaluer la stratégie, on verra qui a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait et essayer de tirer des conclusions. Il s'est agi pour les parties prenantes d'évaluer les actions menées par rapport au plan d'action et de définir un plan de poursuite de la stratégie dans ce contexte de Covid-19. Les travaux ont permis aux membres du comité de présenter des rapports relatifs à leurs activités sur le terrain et de définir une nouvelle stratégie de poursuite de l'opérationnalisation du plan d'action d'ici à 2022. Le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques MIFA a célébré hier ses 3 ans d'existence. Ce mécanisme avait donc été lancé le 25 juin 2018 par le chef de l'État avec pour objectif d'ouvrir la porte des financements bancaires et autres facilités au monde agricole togolais confronté à un défi de crédit lié à une certaine frilosité des institutions financières vis-à-vis du secteur. 3 années plus tard, le mécanisme a actionné plusieurs leviers afin de transformer profondément l'agriculture togolaise, de la professionnaliser et d'augmenter la productivité. Près de 150 000 acteurs agricoles ont été appuyés par une dizaine de banques et institutions financières et plus de 165 000 emplois directs et indirects ont été créés. Le BIFA s'est également lancé dans la structuration des coopératives agricoles et poursuit l'accompagnement des entreprises de transformation agricole. Les anciens étudiants boursiers des États-Unis ont célébré hier le 75e anniversaire de l'existence de leur association dénommée Programme Fulbright. Cette célébration a été marquée au Togo par une rencontre d'échange et de partage d'expériences. Il était aussi question de sensibiliser et d'encourager les nouveaux étudiants. Professeur Esizewa Esowe, doyen des facultés des lettres, langues et arts. Au Togo, nous sommes en train de célébrer cet anniversaire pour pouvoir montrer aux gens ce que c'est que le Fulbright, comment aller étudier aux États-Unis, l'impact que cette étude aux États-Unis a sur une personne. Tous ceux qui désirent aller aux États-Unis, leur donner des conseils et leur dire que c'est une bonne chose, car ça te change, ça te donne une nouvelle vue du monde. Et quand vous revenez, vous faites des choses différemment et très positivement. Pour Stromayer, Eric, ambassadeur des États-Unis au Togo, les atouts de ce programme sont bénéfiques pour les États-Unis et le Togo. Mon sentiment, c'est de fierté. Il y a beaucoup de Togolais d'être fiers de leurs compatriotes qui ont réussi à profiter de ces bourses, de revenir assister la croissance de l'économie et le bien-être de leurs compatriotes. Et en même temps, étant américain, je suis fier du fait qu'il y a eu ces réussites et de sens inverse de l'accroissement de connaissances aux États-Unis de ce que c'est le Togo et d'avoir eu des boursiers américains qui sont venus ici, qui ont rentré là-bas pour échanger, améliorer les connaissances américaines, qui était le but de ce programme dès qu'elle était commencée en 1946.
Une remise symbolique de dons aux promoteurs du programme Signe de gratitude et de reconnaissance des anciens étudiants a mis fin à la rencontre. Le camp des réfugiés d'Avepozo à Lomé compte à ce jour quelques 1200 réfugiés uniquement d'origine ivoirienne. Ces femmes et hommes, dits de personnes sous mandat depuis leur arrivée au camp, ne sont pas restés bras croisés. Ils exercent de petites activités génératrices de revenus afin de subvenir à leurs besoins. Découvrant dans ce magazine de Nathalie Panigué ces activités au quotidien et les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans ce camp à Avepozo. Il faut rentrer dignement chez toi. Eux, ce sont des réfugiés. Ils vivent dans ce camp depuis sa création, le 14 avril 2011. Écoutons quelques-uns. On n'a pas d'activité concrète, on vit le jour. Si tu as au moins une boule d'atchéké, tu attaches ta boule d'atchéké, tu te promènes soit à Sigamé ou bien à Décon. Si Dieu t'a fait grâce que tu as vendu ta boule, tu vas avoir au moins 1000 francs de bénéfices, 1500 pour manger la journée avec ta famille. Si tu as vendu sur une semaine, 2 semaines que tu es fatigué, tu tombes malade. Le peu que tu as mis de côté, tu as de soigner avec. Je suis revendeuse pour le moment au Togo et je cherche à faire encore d'autres choses pour pouvoir agrandir mes activités. Je vends de la nourriture, je vends aussi des denrées alimentaires et ça va. Je travaille dans l'art, je suis un artiste, je vis de l'art. Il faut dire aussi que l'art, ça ne sort pas facilement ici. Les voies d'accès, de vendre ton art, c'est un peu restreint ici. C'est un peu le souci. Plus le temps passe, plus ils sont confrontés à des difficultés de plusieurs ordres. Depuis 2015, tout le plan médical n'est plus assisté. Seuls les malades chroniques sont assistés. Quand quelqu'un est malade aujourd'hui, c'est la population, nous-mêmes, qui cotisons de nos propres 5 francs pour pouvoir venir en aide à cette personne-là. Pour Sylvain Jonas, président du camp que nous allons écouter, certaines difficultés sont dues à la fermeture prochaine du camp. La difficulté, c'est que les infrastructures sont vétustes. Parce que nous sommes là depuis 2011. Les toilettes, tout tombe maintenant en ruine. Et que se projette la fermeture prochaine de ce camp. Donc le HCR trouve nécessaire de ne pas injecter de l'argent encore. Donc nous faisons tant bien que mal pour maintenir le temps que le camp puisse se fermer. Malgré ces dispositions, beaucoup refusent de retourner dans leur pays d'origine. Je suis venu au Togo sans enfant. Aujourd'hui, en 10 ans, il y a 2 enfants au Togo. Mon père, c'est un gendarme. Il est mort dans la guerre. Il ne veut plus voir cette violence-là encore. Donc, il préfère rester ici. Nous avons choisi le Togo comme le pays d'accueil. Et ici, le système du réfugié aujourd'hui dans lequel nous sommes nous demande à rester ou soit à retourner chez nous. Donc, je préfère rester parce que bon, il n'y a pas encore une solution claire de stabilité dans mon pays pour que je puisse rentrer. Du côté du ministère de l'Action sociale, tout se prépare pour une bonne fin. Ablavi Keto, coordonnatrice nationale d'assistance aux réfugiés, que nous écoutons. À terme, on n'aura plus de réfugiés, mais on aura par exemple un Ivoirien qui rentre chez lui, un Congolais ou un Centrafricain qui rentre chez lui, ou bien un Congolais ou un Centrafricain, un Ivoirien qui veulent rester au Togo et avoir une carte de séjour ou par exemple demander la nationalité togolaise. C'était donc un magazine réalisé par Nathalie Panigué. Les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier se présentent comme suit. 25 des 1163 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 13 788. 14 guéris ont par ailleurs été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris de Covid-19 à 13 402. Le nombre total de décès reste inchangé à 128. Le nombre de cas actifs est de 258. À ce jour, un total de 357 799 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.
L'opposition burkinabé a suspendu sa participation au dialogue politique. Elle entend protester contre l'incapacité du gouvernement à faire face aux attaques attribuées aux groupes djihadistes. Au cours d'une conférence de presse, les partis de l'opposition exigent toujours la démission du chef du gouvernement et du ministre de la Défense. L'opposition annonce une série de manifestations pour protester contre l'insécurité et rendre un hommage aux victimes des attaques terroristes. Pour le parti au pouvoir, des opérations de sécurisation du territoire sont en cours, contrairement aux accusations de l'opposition. Le Niger a été condamné par la Cour de justice de la CEDEAO pour détention arbitraire et illégale. Niamey doit verser 50 millions de francs CFA de dommages à Sadat Ilia Dan Malam, un défenseur des droits de l'homme, une première dans ce pays. Sadat Ilia Dan Malam avait été arrêté à Zender, dans le nord, dans le sud du pays, alors qu'il participait à une manifestation contre la loi de finances. Accusé de participation à un mouvement insurrectionnel et de conspiration contre la sécurité de l'État, il n'a été libéré que 20 mois plus tard, après que la Cour d'appel de Zender a abandonné les poursuites qui pesaient contre lui. Au lendemain du sommet de Berlin sur la crise libyenne, sommet qui a insisté sur la nécessité d'organiser les élections à la date du 24 décembre prochain, la mission des Nations Unies en Libye a convoqué le comité consultatif du Forum de dialogue politique libyen. Ces réunions doivent durer 3 jours afin d'unifier les positions avant une nouvelle rencontre du Forum politique libyen prévue lundi prochain à Genève. Charlotte Ahar. Un comité de 17 membres du Forum politique de dialogue libyen est réuni depuis jeudi à Tunis avec pour mission de préparer les travaux d'un nouveau round de discussion en début de semaine prochaine. Il sera consacré à la validation d'une base juridique pour la tenue des élections prévues le 24 décembre prochain. Selon l'ONU qui organise ces réunions, les rencontres de Tunis sont consultatives et visent surtout à dissiper les dernières divergences. L'objectif est de proposer une base de travail unique aux 74 membres du Forum politique libyen. Lundi à Genève, il devrait approuver une base juridique pour les élections qui devra ensuite passer devant le Parlement. Parmi les points de divergence, les conditions pour se présenter ou la question de la séparation des élections législatives et présidentielles. Mais selon les sources proches de ces discussions, le droit de se présenter serait ouvert à tous sans exclusion, ce qui permettrait alors à tous de présenter leur candidature, y compris Saïf al-Islam Kadhafi ou le maréchal Khalifa Haftar. Voilà, seconde partie de ce magazine pluriel invité du jour. L'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement JVE au Togo a lancé le 16 juin dernier à Dagny, dans la région des Plateaux, la deuxième phase du projet régional Ton Futur, Ton Climat, qui regroupe les acteurs de 3 pays, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso. Consciente de ce que l'homme et ses activités sont des facteurs de destruction de notre environnement, JVE s'est lancé dans une grande sensibilisation des acteurs pour permettre non seulement de reconstituer les sols, mais également d'accroître les rendements agricoles et améliorer les revenus des producteurs. Le projet vise, entre autres, à outiller les jeunes du Togo, du Bénin et du Burkina Faso pour répondre durablement aux enjeux liés au changement climatique. En définitive, le projet veut contribuer à la résilience climatique des communautés locales fondée sur une utilisation rationnelle des ressources naturelles et une souveraineté alimentaire locale basée sur la promotion de l'agroécologie et une valorisation des connaissances traditionnelles dans les communes du Grand Cloto. Pour nous en parler, nous recevons ce samedi Madame Kwadjovi Efoua. Elle est chargée de projet à JVE Togo. Madame Kwadjovi Efoua, bonjour. Bonjour Monsieur Etienne et merci de nous recevoir aujourd'hui. Oui, merci. Et vous êtes donc chargé du projet à l'ONG
jeunes volontaires pour l'environnement. Alors, vous avez lancé le 16 juin dernier le projet Ton Futur, Ton Climat Phase 2. Dites-nous, en quoi consiste ce projet et quelle est sa durée? Merci, Monsieur Étienne. Et bon, comme vous l'avez un peu mentionné en préambule, donc ce projet d'appui des jeunes pour une agriculture durable à travers les pratiques agroécologiques a donc pour objectif de contribuer à la souveraineté alimentaire et à la résilience climatique par la promotion des pratiques agroécologiques dans les communes du Grand Cloto. Et donc, à travers ce projet, nous allons faire des sensibilisations et des formations autour des bonnes pratiques agricoles, des pratiques agroécologiques, et également accompagner les jeunes et les femmes à mettre en place leur entreprise. Et donc, ce projet va se dérouler sur une durée de 24 mois. 24 mois, est-ce que vous êtes à mi-parcours? Nous venons juste de débuter. Vous venez donc de débuter. Alors, quelles sont les activités prévues donc au programme? Donc, comme activité, il y a les sensibilisations qui seront organisées à l'endroit des jeunes et des femmes, des agriculteurs dans les communes du Grand Cloto. Il y aura également des formations qui seront faites. Et bon, tout d'abord, il y a aussi une étude sur l'état de l'agroécologie dans les communes du Grand Cloto. Donc cette étude va permettre de faire un peu l'état des lieux de l'agroécologie, voir quelle superficie et sur quelle superficie on pratique l'agroécologie dans toute la commune, de voir un peu les différents acteurs qui sont impliqués, les différentes initiatives autour de l'agroécologie dans le Grand Cloto. Et à travers ça, nous allons essayer de mobiliser, identifier quelques jeunes à accompagner durant tout ce projet. Et donc, il est prévu l'installation d'une unité de production d'engrais organiques. Oui, vous avez, je crois, évoqué plus d'une fois le mot agroécologie. Bon, que peut-on entendre par agroécologie? Bon, l'agroécologie, c'est un mouvement et également donc qui veut contribuer à la souveraineté alimentaire. Souvent on entend le terme généralement utilisé, c'est la sécurité alimentaire, mais ici on parle de souveraineté alimentaire. Et cela veut donc dire que la communauté produit ce dont elle a besoin d'abord. Donc, et ce n'est pas peut-être des produits importés, mais ce qui est propre à la communauté. Dans notre culture, nous mangeons du maïs, de la pâte avec du maïs, et donc c'est peut-être de centrer cette production et autour de ce dont la communauté a besoin sur le plan alimentaire, nutritionnel, et cela passe à travers les pratiques l'agroécologie, c'est-à-dire d'utiliser des pratiques qui nuisent moins à l'environnement, qui sont respectueuses de l'environnement. Donc, entre autres comme pratiques, il y a la jachère, l'association des cultures, l'agroforesterie, et donc c'est de respecter le sol et de permettre des pratiques qui permettent au sol de se régénérer naturellement et qui permettent aussi de moins faire pression sur les ressources naturelles. C'est-à-dire, c'est un peu dire que les engrais chimiques sont exclus quand on parle de l'agroécologie. Oui. Très bien. Alors, et peut-on savoir ce qui a motivé le choix du Grand Cloto pour la mise en œuvre de ce projet? Donc, le choix du Grand Cloto, il faut d'abord savoir que la première phase, ici on est à la phase 2 du projet, donc la première phase a été réalisée à Dagny. Donc, ce choix du Grand Cloto, c'est un peu pour consolider les actions. Et bon, comme vous l'avez mentionné également au début, nous avons lancé le projet à Dagny. Donc, c'est un peu pour consolider les actions de la phase 1. C'est un projet qui va dans la continuité. Donc, c'est pour consolider les actions de la phase 1. Et puis également, nous savons que nous sommes dans la décennie des Nations Unies des fruits et légumes et que le Grand Cloto, par excellence, est la région par excellence de production des fruits et des légumes au Togo. Et également, c'est renforcer l'appartenance avec des communautés au Grand Cloto et également valoriser cette région-là. Et apparemment, le projet est bien bénéfique pour la région Grand Cloto. Oui, effectivement. Donc, ce projet vient quand même accompagner la transition agroécologique au Togo et puis également accompagner les agriculteurs à aller adopter de nouvelles pratiques parce que, bon, nous savons aujourd'hui que
face aux impacts du changement climatique. Donc, il y a vraiment beaucoup d'impacts qui sont ressentis par les agriculteurs, surtout au niveau des saisons, le décalage des pluies, également la sécheresse. Donc, et c'est comment accompagner déjà les acteurs du Grand Cloto à aller vers de nouvelles pratiques qui quand même seront plus respectueuses et qui vont produire à la fin des produits de meilleure qualité pour la santé. Bien, nous sommes, je crois, vous êtes plutôt à l'entame de la phase 2 du projet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au lancement de la phase 1? Donc, pour la phase 1 a été conduite par l'ONG Eau Vive. Et donc, au cours de cette phase 1, il y a eu l'accompagnement des jeunes. C'est autour des bonnes pratiques agricoles. Également, il y a eu la promotion de l'eau, hygiène et l'assainissement, des bonnes pratiques d'eau dans le domaine de l'eau, hygiène et l'assainissement, et avec la construction des latrines Ecosan. Il y a également eu les reboisements des berges à Dany et les accompagnements des jeunes par les dons de matériel et des formations également. C'est un peu les activités qui se sont déroulées dans la phase 1. Alors, est-ce qu'il y a un lien phase 1, phase 2? Il y a un lien tangible? Oui, il y a un lien tangible parce que, comme je viens de le mentionner, on est toujours dans la promotion des bonnes pratiques agricoles. Mais c'est juste peut-être qu'on quitte un peu Dany et qu'on va un peu plus loin pour un peu élargir la zone. Dans le Grand Cloto? Oui. Voilà. Alors, je rappelle que nous sommes dans ce studio avec Madame Kwadjovi Efoua. Elle est chargée des programmes à l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Alors, vous avez mentionné quelque part dans les TDR que l'activité humaine serait un des facteurs de la dégradation du climat. Comment expliquez-vous cette affirmation, madame? Effectivement, plusieurs études l'ont déjà prouvé. Et l'activité humaine, déjà par l'utilisation des combustibles fossiles, l'essence ou encore les énergies fossiles, le pétrole. Donc, il y a les dégagements de gaz à effet de serre qui vont contribuer au changement, qui vont contribuer à dérégler le climat. Donc, avec les émissions de gaz carbonique, de méthane. Donc, on peut remarquer, c'est le transport, le secteur du transport. Donc, les véhicules qui consomment les carburants et donc qui émettent beaucoup dans l'atmosphère. Il y a également le secteur de l'agriculture qui contribue à 24% aux émissions de gaz à effet de serre par exemple les émissions de bouse de vache qui dégagent du méthane et donc et parfois aussi le fait d'abattre parfois des forêts pour pouvoir pratiquer l'agriculture sans toutefois reboiser à la place. Ce sont autant d'activités qui contribuent au dérèglement climatique auquel nous faisons face en ce moment. Et une autre question, le bois de chauffe et le charbon de bois précisément, sont massivement utilisés par les populations togolaises. Est-ce que vous pensez que les sensibilisations que vous faites pour réduire un tant soit peu les gaz à effet de serre, et pensez-vous que ces sensibilisations tombent dans de bonnes oreilles? On va dire que nous essayons quand même de faire pour que ces sensibilisations soient vraiment comprises et que la population comprenne le bien fondé de nos activités. Maintenant, par rapport à l'utilisation du bois de chauffe ou du charbon, je pense qu'on ne peut pas empêcher la communauté. C'est le combustible principal dont dispose la communauté et peut-être qu'il y a à l'échelle des portefeuilles de la communauté. Peut-être ici, c'est plutôt les sensibiliser à faire des reboisements. On peut couper, mais il faut planter et entretenir à la place. Je sais qu'on ne peut pas interdire le charbon aujourd'hui qui est quand même utilisé dans la majorité des foyers au Togo, mais c'est comment
et à travers la coupe là, sensibiliser les communautés à reboiser pour compenser cette perte occasionnée par les coupes des bois. Alors, Madame Kwadjovi, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos auditeurs? Bon, comme mot de fin, c'est comme je l'ai dit, on est toujours dans le mois de mai, donc c'est dans le mois de juin, pardon. Donc toujours, il faut qu'on prenne soin des arbres qu'on a plantés le 1er juin, et également et à l'endroit peut-être des agriculteurs, de les sensibiliser à l'utilisation de meilleures pratiques pour une meilleure pour la protection des sols, parce que franchement, et comme nous l'avons mentionné, il y a le changement climatique qui est vraiment là. Ce n'est plus on le vit actuellement, donc il est important de prendre dès à présent des mesures pour changer nos gestes de tous les jours. Merci. Bien, merci à vous Madame Kwadjovi et merci d'avoir répondu à notre invitation. La suite de ce magazine pluriel Écho du Palais. Le meurtre ou homicide volontaire est défini par le code pénal comme le fait de donner volontairement la mort à autrui. Le meurtre, aussi appelé homicide volontaire, est une infraction ayant la qualification de crime. L'élément central de cette infraction étant la survenance de la mort de la victime. La sanction dans le cadre d'un meurtre dépendra donc des circonstances qui ont entouré l'acte. S'il s'agit donc d'un meurtre aggravé, la peine sera de la réclusion criminelle à perpétuité. En cas de préméditation, le meurtre est qualifié d'assassinat. D'une manière générale, la préméditation est une circonstance aggravante pour toutes les infractions sanctionnant les violences volontaires. Dans le cas qui nous concerne, le sieur Madiafé Tom écope d'une peine d'emprisonnement de 50 ans. Il a été reconnu coupable de meurtre sur sa femme. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 15 mars 2009, vers 11h, le sieur Madiafé Tom et Esso Solim, sa fillette de 3 ans, sont conduits à moto par un voisin à la brigade de gendarmerie de Longabou. Portant une blessure au cou et tout couvert de sang, il explique aux agents enquêteurs qu'il était tranquillement dans son champ, ensemble avec son épouse et sa fillette, quand ils ont été attaqués sans raison et à coups de machette par 2 peuls nomades. Bien que blessé au cou, il réussit à échapper aux tueurs pour se cacher dans la brousse. Quelques minutes plus tard, retournant sur les lieux, il retrouva sa femme morte, la gorge tranchée, tandis que sa fillette était couchée inconsciente à côté d'elle. C'est donc ces faits qu'il est allé dénoncer pour que les auteurs soient retrouvés et traduits en justice. Entre-temps, Madiafé Tom, qui a annoncé la triste nouvelle au village, a suscité des représailles à l'endroit des Peuls de la localité. Ces représailles ont fait au sein de la communauté Peul 10 morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Le 20 janvier 2011, Madiafé Tom, jusque-là à l'abri de tout soupçon dans la survenance des événements du 15 mars 2009, est interpellé pour homicide commis sur la personne de sa femme Essoranam en raison de son comportement qui devenait de plus en plus suspect et suite aux révélations de sa fillette, témoin du meurtre de sa mère. En enquête préliminaire, il nie toute implication dans le meurtre de sa femme. En première comparution devant le juge d'instruction également, il clame toujours son innocence. Au cours de l'interrogatoire de fond, il avoue enfin son crime et explique que le 15 juillet 2009, il a eu des altercations avec sa femme au champ et au cours de la bagarre qui s'en est suivie, sa femme a tenté de l'assommer avec un morceau de bois. Il a réussi à esquiver le coup et a utilisé un coupe-coupe pour lui asséner en défense un coup à l'épaule. Elle s'écroula et le temps de lui porter secours, elle rendit l'âme.
Pris de panique, il tenta de mettre fin à ses jours en se tranchant la gorge avec sa machette. Vu la douleur atroce qu'il ressentait, il n'a pas eu le courage de continuer et a couru chercher de l'aide au village tout en racontant les faits à un charlatan qui logeait dans une maison voisine. Il a ajouté qu'avec l'aide de ce dernier, des enfants de celui-ci et d'autres personnes, il alla chercher le corps de sa femme puis l'enterra à la hâte au village. Les renseignements recueillis sur l'inculpé lui sont peu favorables. Il est en effet décrit comme une personne violente et bagarreuse qui s'adonne à l'alcool et consomme du cannabis. Accusé donc de meurtre sur sa femme, un fait prévu et puni par l'article 165 du nouveau code pénal, le sieur Mandia Feitom a été condamné à 50 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Kara à samedi prochain. Sport football, qui des chauffeurs ou des condamnés de la COSA seront champions du Togo? Le verdict va tomber demain dimanche à l'issue de la finale qui oppose deux clubs aux statistiques impressionnantes. Kilim Poyode. Troisième derby entre ces deux clubs de la préfecture de la COSA au cours de cette année 2021. Mais la confrontation de ce dimanche sera particulière vu que c'est la finale du championnat qui se joue. Pour ce précieux sésame qui est en jeu, ces clubs aux stratégies et tactiques parallèles, les erreurs et défaillances ne seront pas permises. L'enjeu principal ne sera pas seulement de remporter le championnat, mais surtout de se faire une place en Ligue des champions africaines. Ainsi, l'enjeu étant de taille, Jonas Kokou Komlan de l'ASCK et Ameto Kodomen Sandasco mettront tout en œuvre pour hisser leur équipe sur la première marche du podium. Les conducteurs qui jouent très haut avec un trio d'attaque de feu et Asco qui fait un jeu axé sur la défensive mais aussi très surprenant donneront aux 2000 spectateurs un bon jeu, on l'espère. La fédération aura réussi d'offrir aux Togolais l'un des meilleurs championnats de son histoire au vu du niveau et des statistiques. Mais bien avant cette apothéose qui débute à 18h30, la troisième place se jouera entre ASOTR et AS Togoport à partir de 15h. Radio Lomé se fera le plaisir de retransmettre ces rencontres en intégralité. La revue de presse pour clôturer ce magazine pluriel. Principal sujet à la une des parutions cette semaine, l'inauguration de la centrale solaire de Blita le 22 juin dernier par le chef de l'État. Baptisée Cheikh Mohamed bin Zayed, cette centrale devrait permettre au pays d'économiser plus d'1 million de tonnes d'émissions de CO2 sur sa durée de vie. Léontine Atogima. 90 255 mégawatts d'énergie par an pour desservir 158 333 ménages. Telle est la mission de cette centrale qui permettra au Togo d'augmenter son taux d'électrification rurale d'ici à 2030, relève Dunia Le Monde. Le tonnerre renchérit. Politique énergétique, le solaire, l'alternative. L'hebdomadaire annonce l'installation d'autres centrales solaires dans d'autres localités très bientôt. Selon le journal, les personnes habitant en milieu rural sont les principaux bénéficiaires d'une amélioration de l'approvisionnement décentralisé en énergie grâce à des sources d'énergie renouvelables. Le Messager ajoute que la centrale photovoltaïque de Blita, inaugurée par le chef de l'État, est construite par la société Amea Togo Solar, une filière d'Amea Power, dénommée Cheikh Mohamed bin Zayed. La construction de cette centrale est la consécration du premier projet d'énergie renouvelable à grande échelle par un producteur énergétique indépendant du pays et une des plus grandes centrales solaires en Afrique de l'Ouest, poursuit l'apparition. Autre sujet qui retient l'attention des journaux, l'adhésion du Togo au Commonwealth. Le dossier du Togo avance à grands pas, remarque le Mania Libéré qui signale que la deuxième mission d'évaluation en séjour à Lomé a rencontré les différents acteurs sociopolitiques du pays. Ce n'est plus un secret de polichinelle, le Togo nourrit des envies d'intégrer le Commonwealth.
Cette organisation intergouvernementale composée de 54 États membres qui sont à l'origine presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique rappelle le libéral. L'adhésion du Togo au Commonwealth va lui permettre de diversifier ses partenaires et de consolider les liens de coopération et d'amitié avec les États membres, estime Ouara les vainqueurs. Togo Matin rajoute que cette adhésion du Togo comporte des avantages, notamment la réactivation d'autres formes de partenariat tout en ne négligeant pas les anciennes. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce journal magazine. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles.